avec deux nouveaux invités qui nous rejoignent, de savoir si cette guerre que mène Israël est une guerre juste et que Israël est dans son droit finalement d'exercer cette légitime défense contre le Hamas ou le djihad islamique, parce que c'est pas toujours le point de vue qu'ont certains, notamment à l'étranger, certains articles notamment le montrent. On va en parler avec nos invités. Aryeh Ben-Semoun qui est avec nous ici, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur exécutif d'Elnet, qui est Elnet France, qui est une organisation qui aide, on va dire, qui milite en Europe pour défendre la politique d'Israël. C'est un peu comme ça qu'on peut dire. Renforcer les relations entre les pays européens et Israël. Voilà, renforcer, c'est mieux défini par vous-même. Merci d'être là. On est également avec Amélie Ferré, qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Amélie, on vous a reçu déjà plusieurs fois. Vous êtes chercheuse au Centre de recherche internationale de Sciences Po à Paris, et vous avez écrit cet ouvrage, Assassinat ciblé, critique du libéralisme armé. Vous parliez notamment de ces assassinats ciblés de dirigeants du Hamas à Gaza opérés par Israël. Je voudrais votre sentiment d'ailleurs. Est-ce que pour vous, l'opération militaire que mène Israël est, on va dire, légitimée par l'agression qui a eu lieu de la part du Hamas, ou est-ce que vous voyez les choses différemment ? Alors je pense que parler d'agression de la part du Hamas, de riposte, c'est-à-dire introduire en fait une temporalité dans ce qui s'est passé, c'est déjà avoir une lecture en fait politique du conflit. Et moi j'essaye justement de rester au niveau de l'analyse. Et en réalité, au niveau du droit international, la manière dont est caractérisé le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit en fait qui oscille entre des phases de haute intensité et de phases de basse intensité. Et là on est passé donc d'une phase de haute intensité une phase de basse intensité à une phase de haute intensité, mais on ne peut pas dire que c'est le Hamas qui a commencé ce conflit, puisqu'en fait le conflit s'étale dans la durée. Aryeh Ben-Semoun, votre sentiment ? Donc en fait, pour moi, la manière de poser cette question-là, elle est problématique en fait. Bon, alors vous allez développer dans un instant. Je voudrais qu'Aryeh Ben-Semoun nous donne déjà son sentiment. Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue, évidemment, parce que je pense que si on veut regarder les choses d'une manière absolument objective, il y a effectivement le conflit entre Israël, le monde arabe, et Israël et les Palestiniens. Et puis il y a un conflit tout à fait particulier avec le Hamas, qui n'est pas un acteur étatique, qui ne représente pas les Palestiniens, qui est une organisation terroriste qui a pris le contrôle de la bande de Gaza par la force en 2017, et qui agit en situation d'agression des populations civiles israéliennes. Et conformément au droit international, nous sommes là dans quelque chose qui peut être caractérisé soit comme un crime de guerre, soit comme un crime de l'humanité, contre l'humanité, parce que cibler délibérément des civils intentionnellement avec des moyens militaires très sophistiqués et la volonté de faire des milliers de victimes, c'est absolument ce que le droit international et que le statut de Rome prévoit comme étant un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité. Donc il n'y a pas de contentieux entre Israël et la bande de Gaza. Il y a pour le coup une ligne de démarcation qui sera la frontière définitive entre Gaza et l'État d'Israël, en attendant qu'il puisse y avoir une solution plus globale avec l'ensemble des Palestiniens. Et donc cette agression est dénuée de tout fondement. C'est une guerre terroriste déclarée à un État souverain qui a absolument le droit et le devoir de se défendre pour préserver la sécurité de sa population. Alors Amélie Ferré, vous voulez répondre ? Alors déjà, évidemment, c'est une lecture qui est tout à fait compréhensible, mais il faudrait voir aussi, il faut voir aussi que les Palestiniens, eux, décrivent leur utilisation de la force, et notamment le Hamas, également comme l'exercice d'un droit à la légitime défense. Donc en fait, si on est dans droit à la légitime défense contre droit à la légitime défense, on n'avance pas vraiment et on n'est pas dans le niveau de l'analyse. Concernant le droit international, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que ce conflit, il intervient donc quelques mois après que la Cour pénale internationale ait décidé de rendre son avis et donc d'enquêter sur les crimes commis en territoire palestinien. Une décision qui d'ailleurs a été saluée par le Hamas, même si le Hamas est accusé de crimes de guerre par la Cour pénale internationale, alors que cette décision, elle a été caractérisée comme antisémite par Benyamin Netanyahou. Mais de toute façon, outre les déclarations de Netanyahou, en fait, Tsahal travaille avec un
département juridique qui est très important pour assurer en fait de la compatibilité des actions de Tsahal avec le droit international. Et le Hamas fait de même, puisque c'est ça qui est vraiment fascinant. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que le Hamas est un acteur non étatique, terroriste, etc. Mais en réalité, quand on regarde dans les textes, et notamment dans les documents internes du Hamas, il y a un discours juridique. Le Hamas essaye de rendre compatibles ses actions avec le droit international. Et en fait, ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est que le Hamas n'est pas vraiment un acteur non étatique. En fait, c'est un acteur presque étatique, dans le sens où les capacités militaires de cet acteur sont des capacités qui sont quasiment dignes d'un État, puisque d'avoir autant de roquettes, en plus avec des portées qui ont augmenté, on est dans un arsenal militaire qui est normalement celui d'un État. Donc les termes en fait du conflit sont en train d'évoluer. Après, le fait est que cibler des civils est toujours illégal en droit international, et donc les actions du Hamas sont condamnables, mais la question pour Israël se pose de l'utilisation disproportionnée de la force, et d'ailleurs l'utilisation de la force dans le bombardement contre ce building qui a abrité la presse posera certainement problème en termes de proportionnalité. Ouais. Alors, Ben Siboul. C'est quand même marrant parce que vous dites en fait tout et son contraire, que le Hamas fait attention à respecter le droit international, mais qu'en même temps il a, en bombardant des civils depuis des zones densément peuplées qu'ils utilisent, des civils qu'ils utilisent eux-mêmes comme bouclier humain, se met en infraction avec les règles les plus élémentaires du droit international. Et puis cette idée un peu nihiliste qui consiste à dire que c'est une légitime défense à une riposte qui elle-même est une légitime défense. Écoutez, tout ça n'est pas très sérieux. Il y a eu entre les Israéliens et les Palestiniens les accords d'Oslo qui disposent d'un certain nombre de principes extrêmement précis qui définissent les règles applicables en zone A. Laissez-moi terminer ma phrase et puis vous pourrez absolument répondre. La zone A, la zone B, la zone C, le statut particulier de la bande de Gaza. Il y a eu un coup de force à Gaza, il y a un groupe terroriste qui prend un territoire par la force et qui l'utilise comme une base d'attaque permanente et systématique contre Israël. Regardez ce qu'ils ont fait avec le métro de Gaza. Le métro de Gaza, ce n'est pas un moyen de transport pour permettre aux populations de circuler dans la bande de Gaza. Ce sont des tunnels terroristes qui servent à organiser les caches d'armes, la circulation des terroristes pour échapper au contrôle des Israéliens et puis pour aussi pénétrer en territoire israélien. Et donc toute l'infrastructure de Gaza est devenue finalement un outil, une arme de guerre au milieu des populations civiles, qui prend en otage et les civils et les journalistes, parce que ce que vous avez dit à propos de cet immeuble, c'est quand même très intéressant. Les journalistes savent pertinemment que dans le bâtiment qu'ils occupent, il y a également les services de renseignement et des groupes du djihad islamique ou du Hamas qui opèrent. S'ils ne le savent pas, il ferait mieux de changer de profession, puisque leur métier, c'est justement d'être informés pour pouvoir informer les autres. Et puis, du point de vue du droit international, dès lors que vous habiter au même endroit qu'un groupe terroriste qui est en situation d'attaque contre un pays voisin, vous vous mettez dans une situation d'être vous-même une cible militaire. Donc les Israéliens ont opéré conformément au droit, ils ont prévenu les journalistes de quitter l'immeuble, d'ailleurs il n'y a eu aucune victime, et ils ont détruit ce bâtiment qui est un lieu de commandement du djihad islamique et du Hamas. Donc je crois qu'il n'y a rien d'aberrant. Les Israéliens font exactement ce qu'ils doivent faire. Ils le font avec une prudence que aucun autre État au monde n'aurait, avec le souci d'économiser le plus de vies humaines et d'éviter les dégâts collatéraux d'une manière qui n'existe dans aucune autre armée du monde, et on ne le répétera jamais assez. Et ils le font au détriment de la sécurité de leurs propres citoyens. Vous avez le droit de dire que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que j'ai pour ma part suffisamment d'arguments pour vous dire que c'est vrai. Oui, non, mais alors pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Parce que déjà, les normes qui sont utilisées par l'armée israélienne, c'est vrai que l'armée israélienne a un département juridique tout à fait important et fait un travail d'interprétation du droit international qui est important, mais les normes qui sont utilisées par l'armée israélienne sont les mêmes que celles qui sont appliquées à l'OTAN et celles qui sont appliquées par l'armée américaine. Donc c'est en fait, on est au même niveau. On ne peut pas dire qu'Israël est plus. Par ailleurs, sur la question de la proportionnalité, c'est pas comme ça en fait qu'on définit le calcul de la proportionnalité. Le calcul de la proportionnalité, ça correspond en fait à un arsenal juridique précis, et on n'est pas en train de décider de la légitimité
légitimité ou non d'Israël. Bon, après, moi, comme j'ai dit, je fais pas d'idéologie. Hein. L'idée, c'est pas de dire le Hamas c'est mal et Israël c'est bien. Enfin, je veux dire, on est dans le cadre d'un conflit avec des belligérants et des deux côtés, on a des actions qui sont en violation du droit international. Et c'est d'ailleurs la position de la Cour pénale internationale. Moi, ce qui me paraît intéressant dans ce conflit par rapport aux autres conflits qu'il y a eu avant, c'est précisément l'intersection, ou en tout cas l'interpénétration de deux fronts. Le front militaire avec le Hamas qui finalement est dans une sorte de routine avec de lancer des roquettes avec des salves importantes. C'est vrai que là, il y a eu un effet de saturation du dôme de fer qui est intéressant parce que ça pose un certain nombre de défis stratégiques importants à Israël. Donc ça, mais il va y avoir un cessez-le-feu sous pression de Biden notamment qui a donc appelé Netanyahou. Le problème c'est le front politique et en l'occurrence ça renvoie justement à un autre crime de guerre qui est celui de la colonisation. Non mais ça vous n'êtes pas sérieuse madame. Qui pose un problème très important et pour là il n'y aura pas de cessez-le-feu. Alors 20 secondes pour finir. 20 secondes. Alors la question de la proportionnalité tout d'abord. Il y a 3 éléments qui doivent être pris en compte. Le premier c'est l'intention. L'intention du Hamas c'est de tuer des milliers de civils en Israël. Deuxièmement, c'est les moyens qui sont utilisés, des missiles, pas des petites bombinettes, des missiles à longue portée. Et le troisième point, c'est la menace permanente qui existe contre Israël. Et là, je crois que la proportionnalité, n'importe quel pays qui aurait été confronté à la même situation aurait écrasé la bande de Gaza en 3 heures. Ce que, évidemment, les Israéliens ne font pas et ne feront pas. Merci Ari Ben Semoun, merci Amélie Ferré.